Moi, je pense que la vie est faite de projets et d'expériences et de souvenirs. Pour moi, la retraite n'existe pas. J'attends pas la retraite comme une finalité. Donc, les mandats qui sont proches d'expirer, moi, je les aime bien. Puis souvent, ce que je vais voir et ce que je vais poser comme question, c'est pourquoi ça n'a pas marché depuis un an? Il y a eu des problèmes. Ouais, ben, il y a eu l'inspection. Tu sais, l'inspection, ils ont parlé du toit. OK, bon. Tu sais qu'un des problèmes, c'est le taux. Après, pourquoi ça n'a pas marché? Tu sais, avec la hausse des taux d'intérêt, il n'y a plus rien qui qualifie. OK, la hausse des taux d'intérêt, le financement est un challenge. Mais du coup, je vais prendre moins de clients, mais mon lead generation est énorme, donc je reçois beaucoup. Si le prix est 1,8 million, si on transige à 1,3 million sans condition de financement, sans condition d'inspection, ben ouais, je veux plus attendre 6 mois quelqu'un qui se fait financer par la SCHL pour se faire dire non après. Moi, ce que je veux, c'est partir en Floride. Puis avec 1,3 million, j'en ai un en base. 1,8, oui, c'était le fun, c'était des prix COVID. Mais là, ce que je veux en ce moment, c'est que ça fait un an que je reste à Montréal au lieu de partir dans mon condo à Floride en jouer au golf parce qu'il n'y a pas un crise d'acheteur qui est capable d'acheter ma propriété parce que ça passe pas au financement. Tout, c'est une question de perspective, hein, parce que parler avec toi, il y a des opportunités partout, même à Montréal. Alright, Monsieur Denis est là avec nous aujourd'hui. Yes. Tôt le matin. Denis, pour faire une belle introduction, ok, j'ai noté, mon Dieu, ça a pris toute une page pour décrire tous tes accomplissements. Ingénieur en France. Ouais. Plusieurs compagnies de technologie au Québec. Ouais. Avant tout ça que tu faisais. T'as acheté de l'immobilier le jour après ta résidence. Permanente, ouais, c'est ça. Ta résidence ici au Canada. Tu es le président CEO du 5AM Capital. Alors, c'est tout un accomplissement, tu as fait beaucoup de choses, tu as plusieurs portes aujourd'hui. Si ça ne te dérange pas, on parle de l'immobilier ici. J'ai un livre ouvert. Là. Moi, Let's go. Là, je vais te poser tous les types de questions. Alors c'est combien de portes que tu as? Je te dirais que personnellement, je dois en avoir à peu près 85 personnellement. Puis en partenariat, je dois en avoir peut-être un 210, 215. Tout ça. Okay. Très localisé. Ben, en même temps, peut-être que dans 3 mois, ce sera plus ça. Là. Ouais. Mais on est très actif. Là. On a une croissance d'à peu près 80-100 logements d'acquisition par année. Donc, juste à Montréal, à moins de 8 minutes à pied d'un métro et à moins de 8 minutes à pied d'un parc, dans des secteurs très spécifiques. Donc, on est... T'inventes-tu pas en Gaspésie, en Shawinigan? Non, ben, tu sais, j'ai l'impression que, bon, il y a plusieurs trucs, tu sais. J'ai été très, très fort sur « OK, il faut analyser, il faut regarder tous les chiffriers. » Puis je le fais encore. Là. Ouais. Mais puis quand tu avais des vieux monsieur ou des investisseurs, etc., qui disaient « Denis, location. » Puis moi, j'étais « Non, mais attends, il faut regarder les chiffres. Tout est basé sur les chiffres, etc. » Puis c'est marrant, c'est qu'à la fin, je deviens tellement expert de mon secteur que je reviens à la base de comme location. Puis tu déplaceras pas l'Université de Montréal. Tu ne déplaceras pas McGill à Shawinigan. Tu ne vas pas déplacer le pôle AI de Microsoft à Shawinigan. Tu sais, donc, tout ce que je veux dire, c'est que ça reste que ces choses-là, tu ne les déplaceras pas. Puis, il faut se rappeler que Montréal, c'est une île comme Manhattan. Ouais. Tu sais, at some point, quand tu auras fini la densification horizontale, tu feras de la densification verticale. Ouais. T'as-tu déjà pensé à densification Underground? Ben, tu sais... ben c'est une bonne question. Y a-t-il une ville où... Ben, tu sais, Montréal, la réalité, c'est que quand tu arrives en tant que Français à Montréal, c'est les souterrains. Tu sais, c'est comme Eaton, qu'il y a beaucoup d'endroits qui se connectent, des tours qui se connectent par les souterrains. Et puis, c'est pas mal unique à Montréal. Et souvent, c'est lié... En France, c'est pas quelque chose de commun? Non, c'est vraiment pas quelque chose de commun. Dès que tu commences à creuser, tu sais pas ce que tu trouves, là. La dernière fois, j'ai vu une vidéo. C'est une vidéo un peu qui faisait une blague. Il disait, quand tu achètes un immeuble, le terrain t'appartient. Ouais. Mais rien ne t'appartient réellement. Parce que est-ce que tu peux creuser jusqu'à le centre de la Terre parce que c'est ton terrain? Ouais, ben, mais par contre, tu peux faire des choses. Par exemple, la géothermie. On parle beaucoup de conversion vers des énergies efficaces, etc., ou qui consomment, par exemple, le pétrole. On veut s'enlever de ça, le gaz ou des choses un petit peu plus énergivores. Donc, peut-être la géothermie que tu peux utiliser pour chauffer. Donc, géothermie, des fois, tu peux creuser 200 pieds ou 160 pieds dans le sol pour aller chercher l'énergie. Tu besoin d'un permis? Tu peux creuser autant que tu veux sans permis? Ben, en fait, il faut que tu vérifies qu'il n'y a pas un métro en dessous. Okay. Et qu'il n'y a pas tu sais, souvent, c'est la distance au roc, etc. Donc, il y a comme plusieurs trucs. Mais
il faut que tu fasses des vérifications préliminaires, mais sinon, après, le terrain, ça t'appartient. C'est libre à toi, donc tu peux aller jusqu'à... Ouais. Mais tu sais, ce qui va arriver aussi bientôt, c'est les droits aériens. Donc, tu sais, quand Amazon va commencer à livrer des colis via des drones, etc., ben, il va y avoir des négociations de droits aériens pour passer au-dessus de ton terrain. Ouais. Alors, est-ce que comme tu dis, l'air aérien dans ma zone à moi, est-ce que ça m'appartient? Ben, écoute, pour l'instant, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, ça n'appartient pas parce que c'est pas mal tous les avions, etc., c'est géré de cette façon-là. Mais je te dirais, il y a peut-être un 20 pieds qui t'appartient. Voilà. Mais revenons à nos moutons. Donc, t'acquéris beaucoup de propriétés rapidement. Ouais. C'est ça que tu fais actuellement. Puis ta stratégie, c'est d'aller avec location. Ben, c'est ça qu'on te dit. Puis au début, bien sûr, tu regardes un peu les chiffres. C'est ça qu'on apprend à l'école. Mais finalement, à la fin de la journée, c'est la location qui est important. Right? Mais il y a plusieurs points là-dessus. Je pense que il y a tellement d'opportunités au Québec. Mais genre, c'est astronomique. Je viens de la France, il y a tout qui est développé. Et tu peux avoir le prix au mètre carré ou au pied carré sur un site Internet comme Google. Tu sais, comme il n'y a pas de profit à l'achat. Tu sais, Thérèse, 74 ans, là, elle peut chercher sur Internet puis savoir combien vaut son appartement. Tu peux pas faire une pirouette. On sait c'est quoi le dézonage, on sait c'est quoi tout ça. Donc, à Montréal, au Québec, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de places que genre, je peux continuer à faire des coups de circuit, à convertir des espaces commerciaux en résidentiels ou en semi-commerciaux. Et ils étaient affichés sous Centris pendant plus de 300 jours. Et donc, c'est pas... Je te dirais, il faut juste chercher et puis pas prendre pour acquis que c'est pas parce que la ville te met un avis de non-construction que tu pourras plus jamais construire. Oui, OK, il y a un avis de non-construction de 100 ans. Est-ce que ça fait du sens avec la crise du logement actuel? Non. Bon, je vais aller voir la ville. Et votre avis de non-construction de 100 ans, il faisait peut-être du sens en 2012, mais là, en 2024, ça fait-tu encore du sens? Non, ça n'a pas de sens. Bon, c'est quoi? Ah, là, si vous déposez un permis et qu'il est approuvé, on peut faire sauter l'avis de non-construction. Voilà, personne n'a vu ça. C'est ce que je veux dire? Donc, c'est juste pas prendre non pour une réponse, puis toujours essayer de creuser, et puis, je finirais juste, location. Il y a quand même des mathématiques derrière ça. C'est quelqu'un qui habite à moins de 8 minutes à pied d'un métro, il n'a pas besoin d'avoir d'auto. Pas besoin d'avoir d'auto, c'est-à-dire quoi? Un paiement de charge, c'est quoi? 200, 300 pièces. L'essence, les assurances, les tickets à Montréal, c'est sûr que tu as un budget ticket. Donc, tu sais, c'est clair. C'est ça. Donc, ça va te revenir à quoi? Peut-être 700-800 pièces, même si tu roules pas en Porsche ou whatever. Tu sais, peut-être entre 500 et 700 pièces par mois. Mais si cet argent discrétionnaire-là, tu peux en utiliser 100 pour avoir plus de fun, puis 400 pour le loyer, avoir une unité plus rénovée, plus sympathique, ça me permet du coup d'avoir des unités que nous, on met vraiment de la qualité dedans, puis que les personnes peuvent vraiment se sentir bien, puis avoir un budget de 1500 pour un 3,5, puis d'être proche d'un métro parce qu'ils n'ont pas... Et puis que ça attaque pas leur budget financier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'auto, donc ils sauvent 600 pièces. C'est tous une question de perspective, parce que parler avec toi, il y a des opportunités partout, même à Montréal. Pourtant, à Montréal, pour certains, c'est trop développé, il n'y a rien à faire là. C'est une île, tout est déjà fait. Il faut aller ailleurs, il faut aller à Shawinigan, il faut aller en Gaspésie, il faut aller à Trois-Rivières. Mais pour toi, Montréal, il y a encore plein d'opportunités. C'est motivant même d'écouter. Et j'espère que ça va inspirer certains de nos écouteurs. Mais c'est quand tu résous des problèmes que tu es rémunéré. Okay? Donc, si tu vas à des endroits où il n'y a pas de problème, c'est pas forcément l'endroit où tu vas faire peut-être le plus de gains, ou le plus de croissance, ou le plus de profit, etc. Donc, s'il y a des problèmes quelque part, puis l'herbe est toujours plus verte ailleurs, oui, c'est peut-être moins cher au prix de la porte à Trois-Rivières, mais est-ce que ça a autant de croissance? Est-ce que ça a autant de pôles de technologie, d'universités, etc.? Est-ce que tu penses que les gens sont plus inclinés vers des choses faciles, des opportunités plus faciles parce qu'ils sont paresseux ou c'est parce qu'ils manquent d'informations? Mais non, mais ça c'est la... ça, c'est la définition de l'ère 2020, là. Get rich quick. C'est quoi le path, le chemin le moins contraignant pour devenir millionnaire? Puis, tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Tu sais, l'immobilier, là, c'est un marathon. C'est quelque chose que, comme,
tu plantes des graines. Tu sais comment ça pousse un bambou? Aucune idée, explique-moi. OK. Un bambou, c'est pas très compliqué. Là. Un bambou, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre une graine de bambou dans le sol. OK? Puis pendant 5 ans, tu vas l'arroser. Puis pendant 5 ans, il va jamais passer la terre. Genre, pendant 5 ans, tu vas arroser genre un morceau de terre que genre, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ah ouais. Hein? Qu'est-ce que je fais à arroser ça? Mais à la 6e année, ça pousse de 3 pieds par année. Donc, tu sais, c'est une image souvent de te dire que l'immobilier, c'est un marathon, puis toutes les étapes, toutes les actions que tu mets, des fois à court terme, elles vont peut-être pas te donner un résultat immédiat, mais elles vont te donner un résultat dans 5 ans. Puis dans 5 ans, ça va être un résultat exponentiel que ça va te donner. Ça va pas pousser d'un demi-pied par année, ça va pousser de 3 pieds par année. Tu comprends? Mais il aura fallu que tu aies la discipline de l'arroser pendant 5 ans, même si tu ne voyais pas de résultat. Wow, c'est intéressant ça. C'est une autre façon de voir. Je savais pas que les bambous poussaient pas pendant 5 ans. Ben, ça pousse. Après 5 ans. Ben, c'est comme toi, hein? C'est genre, tu vas aller à une conférence de, je sais pas, Patrick Bet-David, whatever, puis il y a un truc que tu vas faire comme, ah, OK, j'ai entendu ça, mais bon, ça reste dans ta tête, etc. Ouais. Puis tu sais, ça va cheminer, puis dans 3 ans, tu vas être face au challenge, puis tu vas faire comme, fuck, c'est ça. C'est la constante continuation d'apprendre. Parce que, effectivement, c'est Patrick Bet-David. C'est une conférence que j'y vais souvent. Ça fait 4-5 ans que j'y vais sans arrêt chaque année. Puis c'est quand même des montants assez élevés pour former là-bas. Et des fois, aujourd'hui, il y a 2-3 semaines, je suis allé à sa conférence. C'est la même information qu'il a donnée il y a 2-3 ans. Mais pour moi, cette année, ça va être beaucoup plus exponentiel côté résultat. Parce que je vais appliquer beaucoup de choses. Parce que là, j'ai une équipe, j'ai une entreprise, je ne suis pas un one-man show comme avant. Alors, c'est complètement différent. Bâtir une culture, là, ça me parle parce que là, j'ai une équipe de 15 personnes. J'ai besoin d'implémenter ça, de m'assurer que les gens ont une belle culture d'entreprise au sein de l'équipe et blablabla. Donc, tu as complètement raison. Puis, même chose dans l'immobilier, je crois. Right? Donc, l'information, par exemple, je sais que tu formes des élèves dans certaines écoles. Et ces personnes-là, c'est important qu'ils reviennent chaque année parce que les systèmes changent, les procédures changent. Est-ce que la technologie immobilière change aussi? Peut-être, je ne sais pas trop. Alors, c'est sûr, mais même, en fait, tu ne fais plus la même chose. Tu sais, on a l'impression que c'était il y a 50 ans, mais non. Tu sais, déjà, entre 2015 et 2000, c'était vraiment différent en termes des réglementations bancaires. Puis entre 2020 et 2024, ça a été un monde, là, c'est plus du tout la même chose. Les règles bancaires, les prix, l'accès, comment dire, l'immobilier, c'est pas difficile. Ça prend pas un doctorat en mécanique quantique pour faire de l'immobilier. C'est très accessible. Mais c'est pas facile. Pas besoin d'ingénierie. Pas besoin d'ingénierie. Non. C'est pas facile, mais c'est très accessible. Donc, au final, mais la porte à l'entrée, elle est plus restreinte. C'est plus difficile de rentrer dans le marché en 2024 qu'en 2019. C'est ce que je veux dire? Ça reste que quand tu penses, avec 5% de mise de fonds, tu peux acheter. Maintenant, dans le commercial aussi, quand on compare à, par exemple, la France, on va parler un peu de la France aussi parce qu'il faut comparer, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit... on se console. Il y a quelque chose que tu as dit dernièrement, là, la méritocratie versus la diplomatie. Ouais. Quelque chose que la France est beaucoup plus familier. Donc c'est beaucoup... Je ne sais pas c'est quoi les conditions là-bas de financement, d'accession à la propriété, mais c'est beaucoup plus simple ici, comme tu dis. Je te dirais qu'en France, OK, il y a, encore une fois, il y a des différences, mais il faut cultiver à savoir c'est quoi les avantages que tu prends, c'est quoi les inconvénients que tu prends, etc. En France, pendant longtemps, tu pouvais te faire financer à 110%. Donc, au final, acheter littéralement, pas de mise de fonds. Et puis, le 10%, c'était quoi? C'était les frais de notaire et la taxe de bienvenue qui te finançaient. Ah ouais. Donc, tu pouvais vraiment, imaginons que tu arrivais sur une opportunité qui était intéressante, tu pouvais vraiment te faire financer à pas de cash. Puis, un vrai pas de cash, là, pas le pas de cash, genre, j'ai emprunté la mise de fonds à ma cousine, etc. Ou alors c'est un partenaire financier. Non, le vrai pas de cash. Il te finançait la totalité. Puis, il te faisait des différés. Donc, en gros, c'est quoi un différé? C'est intérêt seulement pendant 2 ans. Puis après, tu payais intérêt et capital après ton optimisation. Donc, très intéressant. Les taux d'intérêt, vraiment plus bas. Puis les taux d'intérêt, ça va te parler, mais
quand tu penses à ça, tu comprends pas, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la titrisation. Mais bref, c'est comme ça qu'ils font. Mais en gros, tu pouvais geler un taux d'intérêt de 2% pendant 25 ans. Donc, c'est pas des termes de 5 ans. C'est pendant 25 ans, C'est ça que j'ai entendu. tu as Ouais. 2,5%. Donc là, écoute, t'es mort de rire. Puis pendant la pandémie, c'était des fois du 1%, 1,2% que tu gelais pendant 25 ans. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu refinances? C'est là. Là, je t'ai donné toutes les nananes. OK? Il Ouais. n'y a pas de refinancement. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas le Donc, tu ne peux refinancement. pas sortir de l'équité. Non. Mais en même temps, si tu as financé à 110%, pourquoi tu ressortirais de l'équité? Mais tu pourrais Donc, sortir ça prend la plus valeur. d'équité, imaginons ça a pris de la valeur. Donc déjà, pas de refinancement. Deuxième chose, tout est basé sur 80% sur l'ABD ATD. C'est-à-dire quoi? C'est sur tes ratios personnels. Que tu achètes un condo ou un 10 logements, c'est ta capacité de rembourser personnellement qui va permettre de qualifier le dossier. Alors qu'au Québec, écoute, La valeur économique, la ben, RCD. c'est ça, genre tu vas dans le 6 logements et plus. T'sais, imaginons quelqu'un qui achète un seul logement, il n'a pas forcément besoin d'avoir un salaire de 2 millions par année. Tu comprends? Il peut avoir un salaire de 100 000 par année, puis il s'en fout un peu parce qu'il regarde c'est quoi la qualification de l'immeuble. Donc c'est un peu, tu sais, as des avantages, des inconvénients, et puis les rendements, oublie ça. Là. Les rendements en France, tu fais du 8-9%, là, tu surperformes le marché. En immobilier au Québec, tu peux faire du... Nous, des fois, on donne à nos investisseurs du 20, 22, 23% quand tu es actif, tu sais, comme quand tu es partenaire en équité. T'sais, en France, tu n'aurais jamais ça. Impossible. Impossible. En France, il faut que tu te mettes en Airbnb pendant l'été, puis en location étudiante meublée pendant de septembre à mai pour surperformer le marché en termes de rendement. Donc, il y a comme des avantages et des inconvénients, mais c'est toujours important d'être intéressé à ce qui se fait à l'extérieur pour soit capitaliser sur ce que tu apprends. Par exemple, en France, là, je donnais un TED Talk il y a quelques semaines. En France, ils font beaucoup de choses avant l'acquisition, avant le notaire. Par exemple, ils vont, je sais pas, négocier avec des locataires, ils vont faire des rénovations, ils vont faire des choses avant même d'être propriétaire. Mais moi, j'ai commencé à mettre ça en place parce qu'il y avait des nouvelles règles SCHL que c'était un peu compliqué de refinancer des immeubles usagés quand tu avais fait des rénovations. Et moi, du coup, là, j'achète un immeuble et puis je rénove 3 logements avant même d'être propriétaire. C'est un peu bizarre. Mais Tu dois avoir la confiance du vendeur. il faut avoir la confiance du vendeur, il faut avoir tout ça, etc. Mais encore une fois, donc tu peux capitaliser, puis aussi tu peux te consoler. Je dis on compare, on se console, c'est parce que tu peux te dire c'est tellement compliqué en France, c'est tellement plus simple au Québec. Pendant que tout le monde chiale, parce qu'ils restent dans l'île de Montréal, puis ils sont comme c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est Et compliqué. si on compare maintenant, tu as raison, puis si on compare à Dubaï, si on compare à Miami, là, ça devient beaucoup plus un bailleur qu'ici. Donc, c'est toujours une perspective. Right? Ouais. On se connaît, puis on doit juste. Mais tu as capitaliser. des avantages et des inconvénients. Ouais. À Dubaï, ça coûte extrêmement. C'est l'accessibilité, puis il n'y a pas tout le monde qui est là. C'est pas un vieux pays, comme je dirais. Mais bref, il y a comme plein de trucs. Mhm. Anyway. Sinon, si tu avais un autre pays où tu voudrais investir, je suis certain que tu regardes, je pense que je ne vais pas dévoiler, là, mais je sais c'est quoi, je crois. J'avais regardé plusieurs choses. En fait, au bout d'un moment, je voulais. Je fais beaucoup d'immobilier juste à Montréal. On dit, il y a beaucoup de personnes qui disent non, Denis, il faut diversifier tes placements. Moi, j'ai toujours soit expert dans quelque chose, avant d'être moyen dans plein de choses. Donc, sois expert dans quelque chose, puis une fois que tu es expert dans quelque chose, là, tu peux peut-être placer, tu sais, comme, je dirais pas placer tes billes, mais genre commencer à développer d'autres skill sets, mais soit bon dans quelque chose avant d'essayer d'être moyen dans tout. C'est pas grand-chose. Tu as raison. C'est dilué, c'est comme, bref, c'est dilué. Donc, pour moi, je vais continuer à rouler mon modèle d'affaires à Montréal pendant encore quelques années, se rendre à peut-être 2000, 3000, 4000 portes. Puis, une fois qu'on aura l'impression d'avoir fait notre marque à Montréal, ben, ça se peut que je regarde comment peut-être acheter des terres agricoles en République dominicaine. Faire du développement, je sais pas, de éco-resort au Costa Rica. C'est des choses comme ça que j'ai l'impression que c'est des diamonds in the rough. Comme c'est des... Tout le monde a besoin de manger. C'est comme immédiat. Puis dans la food chain, tu dois te loger, tu dois manger, tu dois des fois te soigner, etc. Donc, moi, dans ma tête, il y a plusieurs points que j'aimerais vraiment toucher. Intéressant. J'ai deux choses. Tu as donné un golden nugget là que je pense que ça a passé inaperçu.
faire des rénovations avant d'acheter. Ça, c'est puissant. Justement parce que ça devient compliqué avec SCHL lorsqu'on rénove et après, on veut refinancer. Donc, explique-moi pourquoi c'est comme ça avec la SCHL, parce que tu as déjà vécu. Et aussi, par la suite, c'est quoi les conditions, comment tu t'arranges avec le vendeur, donner un peu de trucs. Parce que parce qu'il y en a qui vont prendre ton conseil puis ils vont se planter. Non, mais ouais, c'est ça. On veut pas je ne garantis, je ne donne pas de garantie sur ce que je donne aujourd'hui, mais ça vous permet de vous ouvrir l'esprit, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que j'oublie après. Tu veux te rendre à 2000 logements. C'est quoi? Pourquoi 2000? C'est quoi? Non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est ce que j'appelle des immeubles trophées. Des trophy assets. C'est comme... Au vieux port, là. Tu passes à côté, là, puis tu passes à côté avec ta fille, puis t'es comme... Ça, là. C'est à moi. Ça. C'est comme quand tu passes des fois là, sur Sainte-Catherine, ou genre, tu fais comme... Aïe, c'est qu'il est beau, cet immeuble. Là, tu t'imagines, ce serait... Bref, moi, en fait, je suis pas quelqu'un qui veut m'acheter une terre puis planter 60 triplex dessus. J'ai pas d'excitation à faire ça. Je l'ai fait beaucoup en technologie. De faire des process que tu repeats, etc., que tu automatises et tout ça. Mais maintenant, je suis plus... J'aime bien, comme je trouve que l'immobilier, ce qui est le fun, c'est que chaque projet peut être unique. Ouais. Puis c'est un petit peu ça que nous, on fait. Intéressant. Je vais rendre là tantôt, là, parce que... Et on va... je vais répondre à ta question. Bon. Juste pour mettre le contexte, hein, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, la SCHL aura arrêté ses niaiseries avec ces règles-là. Mais... Depuis septembre 2023, il y a comme 2-3 règles qu'ils ont mis ou qu'ils ont enforcées dans le spectre de l'investissement immobilier usagé et commercial. Donc, quand je dis commercial, c'est 6 logements et plus. Okay? Donc, quand tu es dans le 6 logements et plus et que tu fais de l'usager, puis que tu ne fais pas du changement d'usage, donc en gros, par exemple, tu achètes un 6 logements et puis bref. Si tu as fait déjà de la façon dans laquelle tu l'as financé, donc, imaginons que tu l'as acheté avec un prêteur qui est non accrédité. Par exemple, un prêteur privé. Il y a certains prêteurs alternatifs qui ne sont pas accrédités, etc. Ben, au refinancement, il faudra que tu attendes 24 mois. 2 ans. 24 mois pour pouvoir... Dans le fond, il va falloir rembourser ce prêteur privé avec un prêteur accrédité. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, Desjardins, Banque nationale, etc. Puis attendre... En conventionnel. En conventionnel, puis attendre 2 ans. Okay. Il y a un autre truc aussi, c'est que si tu as financé des travaux, donc si tu as pris un prêteur accrédité comme Desjardins, mais que tu as financé des travaux, ben c'est la même chose. Tu dois attendre 2 ans. Il faut plus qu'il y ait de financement de travaux, donc il faut comme quasiment refinancer au conventionnel, puis après, attendre 2 ans. Puis si tu as fait des travaux aussi dans les 2 dernières années, pareil. Okay? Parce qu'en gros, eux, il faut comprendre pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de rénoviction. Et puis, nous, on est contre la rénoviction, c'est n'importe quoi. C'est de sortez des gens qui veulent être là. Il y en a, ils font des pratiques atroces là-dessus. Mais bref, en gros, eux, ce qu'ils veulent pas, c'est que tu sortes quelqu'un contre son gré, puis que tu fasses des rénovations qui ne sont pas forcément utiles pour pouvoir monter le loyer de façon astronomique. Nous, c'est pas du tout ça qu'on fait. Bref. Mais en gros, c'est ça. Donc, ils veulent, pour contrer ça, ils ont mis plusieurs règles, dont ça. Donc, ce que ça fait, c'est par exemple, imaginons, eux, ce qu'ils veulent, c'est créer du logement. Donc, c'est pour ça que dans le neuf, ils n'ont pas ces règles-là, parce que dans le neuf, tu crées du logement. Donc, création de logement égale se battre contre la crise du logement, parce que tu rajoutes plus de supply sur le marché. Donc, du coup, les loyers vont tendre à baisser au fil du temps, mais on a tellement de retard que ça va être difficile pour le moment. Alors que quand tu fais de l'usager, si tu fais un 6 logements, puis que tu fais juste comme le rénover puis augmenter les loyers, techniquement, tu n'as rien aidé à la crise du logement, tu as juste augmenté le loyer. Okay. Bon. Mais, par exemple, je donne un exemple, nous, on a fait un projet où il y avait un local commercial, puis 8 logements, mais détruits. On a juste gardé les 4 murs, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit l'espace commercial, puis on a ajouté, dans le fond total, 19 logements. Donc, au final, on a densifié, mais vu qu'il y avait déjà un logement... 8 logements à 19? Donc, c'était 8 à 19. On a rajouté 11 logements. Okay. Donc, on a rajouté 11 logements en réduisant l'espace commercial, puis en densifiant, etc. Des petits logements que vous avez fait? Tous des 3,5 en montant. Okay. 3,5, 4,5. Mais des 3,5, nous, on fait des 3,5 de 360 pieds carrés. Okay. Donc, on est très optimisé en termes d'architecture, etc. Bref, tout ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, tout ça pour dire, on l'a financé, puis on l'a financé avec un prêteur non accrédité. Donc là, très compliqué. Pourquoi? Parce que
ben, on l'a financé avec un prêteur non accrédité et on a fait des rénaux dans les derniers mois. Donc, on est barré de bord en bord de la SCHL, on ne peut pas refinancer. Donc, c'est le problème qu'on vit parce que nous, ben, il y a beaucoup de promoteurs qui, dans l'usager, ont acheté des propriétés il y a 18 mois, 24 mois, comme nous, qu'on fait leur projet, puis les règles du jeu ont changé en cours de route. Puis là, les règles du jeu ont changé, puis du coup, ben, tu as beaucoup d'argent qui est gelé dans le projet, et puis du coup, ben, il faut que tu trouves des façons, peut-être avec justement un prêteur ou aller avec leur ancienne ou d'autres choses, etc. Donc là, le problème, c'est de dire le schéma, acheter, rénover, refinancer, dans l'usager, il est brisé. Il est brisé parce que la stratégie de sortie, qui est le refinancement, il est très contraignant quand tu veux faire les choses avant. Donc, en janvier, je vais en France voir des amis qui font du flip, etc. en France. Puis, je me dis, attends, mais comment tu as fait pour acheter ce truc-là? Il me dit, ben Denis, ce qu'on a fait, parce que lui, ils font du flip. Ils ont acheté un immeuble de 10 logements. Ils l'ont découpé, ils ont fait une décopropriété. Puis, ils ont vendu en condo avant même d'être propriétaires. Donc, du coup, ils sont arrivés chez le notaire. Ils avaient déjà 8 promesses d'achat de vente de condos. Puis, le lendemain, ils ont déjà vendu 8 condos de l'immeuble qu'ils avaient acheté. Donc, en gros, il n'y avait quasiment pas de mise de... Bref, tu sais, une structure financière. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis, attends une minute. On peut-tu faire des choses comme ça dans le multirésidentiel? Parce que le financement SCHL, ça fonctionne bien. Le financement SCHL, tu l'achètes, c'est parfait. Mais le refinancement SCHL dans l'usager, c'est compliqué. Donc là, je me dis, là, on va aller dans le technique, Golden Nugget. Donc, si tu signes, par exemple, des procurations avec le vendeur. Le vendeur, imaginons, le vendeur, il veut vendre. Okay? Donc, il veut vendre. Donc, la transaction, elle va durer 6 mois. Ben, moi, pendant 6 mois, je vais demander une procuration, par exemple, pour faire des demandes de permis. Donc, je vais dire, ben, écoute, est-ce que je peux faire des demandes de permis pour soit agrandir, soit convertir du commercial en résidentiel, soit rénover un logement, etc. Deuxième chose, je vais demander une procuration de gestion. Tu continues à percevoir les loyers, mais à partir de demain, tu n'as plus les inconvénients de gérer les locataires. C'est ma compagnie de gestion qui va la gérer. Puis là, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des nouveaux services. Il y a beaucoup de locataires que il n'y a jamais eu de rénovation qui ont été faites dans leur logement, ou alors il fait vraiment chaud l'été dedans, etc. Donc nous, ce qu'on dit, est-ce que vous voulez qu'on rénove la cuisine? Est-ce que vous voulez qu'on rénove la salle de bain? Puis, tu sais, on sort personne dehors, là. C'est un buffet, là. C'est une carte de buffet. Puis, est-ce que tu veux une thermopompe? Est-ce que tu veux de l'Internet? Est-ce que tu veux sauver de l'argent sur l'Internet? Une thermopompe, ça va se faire sauver de l'argent sur l'électricité. Une nouvelle cuisine, c'est une qualité de vie. Salle de bain, pareil. Donc, tu as comme plusieurs trucs. Puis, c'est là où les loyers peuvent un petit peu augmenter sur un même logement. Puis, la dernière chose, c'est, dans le fond, une procuration de faire des rénovations. Donc, par exemple, si tu as des logements qui sont vacants, je vais les rénover avant même d'être propriétaire, puis pouvoir les relouer peut-être plus haut dans le marché parce que j'ai fait des rénovations. Donc, en gros, ce qui arrive, c'est que j'arrive sur une fiche Centrisque où, par exemple, le revenu, c'est 100 000, mais à mon financement, j'arrive à 140. Donc là, j'ai plus besoin forcément de refinancer. Je peux juste le financer avec sa mise de fonds. C'est quoi la différence entre acheter, faire des rénos, refinancer, puis finalement laisser 5% de ton capital là-dedans parce que tu t'es fait couper, ou l'acheter à 95%? Donc, si je comprends vite, ce que tu me dis, c'est que tu as besoin d'une compagnie de gestion. Sinon, ça peut être un sous-traitant. Moi, j'engage une compagnie de gestion. Et le vendeur doit accepter que ça soit géré par la compagnie de gestion pour avoir un certain contrôle de ce que tu fais. Une procuration de gestion. Puis moi, la compagnie de gestion, je fais une entente avec eux. Regarde, tu ne perçois pas les loyers pendant 6 mois, mais je vais quand même te rémunérer à hauteur du 5% des loyers, par exemple. Donc, je l'engage quand même. C'est juste qu'il ne prélève pas les loyers. Donc oui, moi, ça va me coûter de l'argent avant d'être propriétaire. Oui, c'est un risque, mais je peux te dire que je passe le notaire, là, je suis tranquille. Alors, le vendeur, pour lui, étant donné qu'il ne prend plus les loyers, il ne fait pas la gestion, il gère pas du tout. Il prend les loyers, il récolte les loyers pareil. Il reçoit l'argent des loyers. C'est pas toi qui prends les loyers? Non. Moi, je fais juste gérer les problèmes. OK, il prend les loyers et c'est toi qui sors de l'argent, tu injectes de l'argent, mais tu as une offre d'achat. Bien sûr, tu fais d'achat sans offre d'achat. Exact, tu as une offre d'achat acceptée, mais on va aller chez le notaire dans 6 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Ouais. Et pour lui, l'avantage qu'il a, c'est que c'est quoi l'avantage de garder aussi longtemps pour que toi, tu fais les rénovations? Il vend son immeuble. Il vend son immeuble. Puis si je me plante, si je le... déjà, il vend son immeuble. Moi, des propriétés que ça fait déjà peut-être 1 an, 6 mois, 9 mois qu'elles sont sur le marché, puis elles n'ont pas de promesse d'achat.
C'est ça que tu vas chercher. Donc, le vendeur est motivé, il veut le vendre. Ben, le vendeur qui, au bout d'un moment, c'est quoi les répercussions? Par exemple, le vendeur est mal intentionné, toi, tu viens d'injecter 100 000 $ dedans. Et là, tu es comme, too bad. L'offre d'achat, par exemple. Tu dois t'assurer que l'offre d'achat fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas... Ben, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire quoi? Le vendeur, il dit, j'ai reçu une offre, 100 000 de plus, puis sa promesse d'achat, écoute, qu'elle soit signée ou pas signée, je m'en fous. Ben, tu fais une passation de titre. Ça s'appelle une passation de titre. Tu as une offre d'achat qui est, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en gros, dans le fond, si tu as un contrat de vente et puis qu'il ne respecte pas, ben, tu peux mettre une passation de titre et du coup, il ne pourra pas le vendre à personne. Puis toi, tu pourras forcer la vente parce que tu n'es pas en défaut sur ta promesse d'achat. Alors, tu dois t'assurer que tu travailles avec un bon courtier là, pour que le financement passe. Ouais. Ben, oui, c'est sûr qu'il faut que ton financement... Moi, je fais mes calculs avant que je sais que le financement, effectivement, tu dois définitivement travailler avec un bon courtier pour savoir de quoi tu veux. Pour pas qu'à la fin, finalement, il dise « Ouais, le financement, il passe pas. » Non, il faut savoir ce que tu fais. Ouais. Mais ça, c'est une des choses. Puis, tu sais, la deuxième chose, tu me disais ouais, Denis, mais tu sais, le vendeur, là, tu fais des rénovations dans son logement, mais tu sais, au pire, toi, tu te plantes et puis tu le vends, tu l'achètes pas. Le vendeur, il a un immeuble que tu as rénové pour lui, tu sais, ça a coûté peanut. Donc, est-ce que tu penses que cette pratique est de plus en plus commun ou si tu viens de... Ah non, moi je dis toujours, là, j'ai pas de doctorat en investissement ou en économique ou en quelque chose quoi. Moi, je suis un praticien. J'essaye les choses, puis ça marche. Puis quand ça marche, et je l'ai répété 2 ou 3 fois, ben, je vais en parler. Donc pour l'instant, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau parce que la règle SHL est rentrée en septembre, là. Puis, as-tu quelque chose en ce moment où tu pratiques cette... Oui, je passe le notaire le 2 juillet, puis à date, je suis à 95 000 investis dans l'immeuble. Tu as vraiment une machine associée, c'est-à-dire que tu en achètes beaucoup rapidement. Alors, c'est quoi les qu'est-ce que tu regardes? OK, location, 2 minutes, 3 minutes, nombre de minutes que tu dis que c'est important pour toi. Combien de minutes exactement? 8. 8, exact, précis. 8 minutes du métro, c'est ça? Parce qu'au-dessus de 10, tu te poses toujours la question à savoir est-ce que j'attends le bus ou est-ce que j'y vais à pied? Make sense. Et tu sais, à chaque fois que tu attends le bus, ça prend plus que 10 minutes. Puis à chaque fois que tu vas à pied, le bus, il te passe devant. Ouais. Okay. 8 minutes du métro ou du bus? Ouais, bah, moi, c'est le métro parce que je suis juste Ville-Marie, Verdun, Centre-Ville, puis Rosemont-Plateau. Proche des universités? Oui, ça c'est sûr que ça amène, ça amène de la belle clientèle, la clientèle qui est respectueuse, comme des étudiants qui sont très respectueux du logement, parce que c'est le premier logement peut-être qu'ils vont avoir, etc. Puis, une certaine rotation. Tu sais, dans l'immobilier, tu ne veux pas non plus que tu aies un locataire qui reste 40 ans dans le logement, parce que le logement, il ne se met pas à jour, il n'est pas rénové, il n'est pas tout ça, etc. Donc, la clientèle étudiante, souvent, elle ne reste pas... c'est excellent, c'est vrai ça. Un autre Golden Nugget ici. Ah, il y en a un paquet. Moi, ce sera... Tu sais quoi, on va charger après. Je vais mettre sur Patreon. Comment ça s'appelle, Patreon? Ouais, Patreon. Je vais enlever ces bouts. Ah, écoute. Je vais enlever ces bouts. Ça me fera plaisir. Mais de toute façon, les personnes vont rentabiliser ça 200 fois. Donc, oui. Celui qui prend des actions après ce podcast, c'est sûr qu'il va être gagnant. OK. On a parlé du métro, on a parlé des proches des universités. Ouais. Maintenant, quoi d'autre que tu analyses? Parce que tu dois avoir une technique, une procédure assez rapide pour analyser plein de... Si c'est sur le marché, imaginons sur le marché, parce qu'il y a aussi tout un truc de ce que j'appelle le brand awareness. Donc, c'est ton image de marque. T'sais, pourquoi je fais ce qu'on fait en ce moment? C'est parce que moi, je veux donner beaucoup de valeur. C'est important. Mais c'est aussi pour montrer que je suis quelqu'un d'actif dans le milieu aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, tiens, tu as un problème en contamination, on va contacter Denis Galico. Tu as un local commercial qui est vacant depuis 3 ans, tu ne sais pas quoi faire avec cette affaire-là, tu vas contacter Denis Galico. Tu as un gros immeuble sur la rue Sainte-Catherine, tu appelles Denis Galico. Tu sais ce que je veux dire? Moi, je résous des problèmes. Tu as un problème? Appelle-moi. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Mais, attends, j'essaie juste de revenir. Ah oui. Donc, quand c'est sur Centris, un truc que je regarde, il y en a qui regardent le prix par porte, mais le prix par porte, ça ne te permet pas de savoir si c'est des 2,5, des 5,5, des 3,5, des 4,5. Donc moi, ce que je vais demander, c'est quoi le prix par pièce? Le prix par pièce va permettre de standardiser un 2,5, un 4,5, un 5,5. Il va te permettre vraiment, par exemple, imaginons un 3,5, c'est 3 pièces, là, on va faire simple. Si, imaginons, tu as un bon deal à 150 000 le 3,5, ça te fait 50 000 la pièce. Donc là, tu peux mettre un filtre,
tu peux demander à ton courtier immobilier de dire, ben, tiens, sors-moi toutes les propriétés dont le prix par pièce, des 6 logements et plus, dont le prix par pièce est en dessous de 50 000. Déjà, rien que ça, tu vas peut-être tomber sur des 5, des 6, des 7, des 8, des 12, des 25, etc. Puis, tu vas regarder ça, tu vas dire comme, ouais, ça c'est plus cher, mais c'est que des 5,5. C'est sûr que je vais louer beaucoup plus cher sur une dizaine d'années. Donc, moi, ça me permet vraiment d'avoir une notion très rapide de profit à l'achat. J'achète un pied carré qui est beaucoup plus grand pour un prix qui est beaucoup plus petit. Après ça, tu réduis. Par exemple, 5,5 à 40 000 pieds la pièce. Okay, ben on va dire... La pièce, en fait, l'avantage de la pièce, c'est que c'est standardisé. Donc, tu vois, par exemple, si, imaginons, je donne un exemple, un 3,5, on disait c'était 50 000 de la pièce. Imaginons. Mais tu sais, c'est la même chose. Tu sais, pour un 4,5, ben, ça va être 200 000. Pour un 5,5, ça va être 250 000. Donc, moi, si tu as un immeuble loadé de 5,5, puis que tout le prix par porte est en dessous de 200 000, je vais faire une crise de bonne affaire. Puis qu'est-ce que tu fais après avec ça? Ben moi, déjà, ça me donne une idée de me dire il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel là-dessus parce que le prix par pièce est très bas. Et après, moi, je matche ça avec le prix locatif. Combien tu loues en dollars le pied carré par mois? C'est un peu technique, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'arrive à matcher les deux portions en disant, là, c'est pour ça que je fais des 3,5 de 360 pieds carrés parce que mon taux est quasiment plus haut que le Maestria. Je loue à 7 $ du pied carré. Parce que les personnes, elles recherchent un prix. Donc, j'ai un 3,5 en dessous de 1500 pièces. Donc, un 3,5 en dessous de 1500 pièces, c'est une aubaine à Montréal. Puis, tu te retrouves à avoir beaucoup de candidats parce qu'ils veulent vivre seuls. Vraiment intéressant. C'est-à-dire que, prenons l'exemple. OK, un exemple que je donne pour que les gens puissent comprendre, puis moi aussi. Alors, on va dire, on trouve un 6 logements qui a juste des 5,5. Juste des 5,5. Ou des 6,5, par exemple. Whatever. En bas de, on va dire 40 000 pièces. 40 000 $ la pièce. La pièce. Donc, par exemple, si c'est juste des 5,5. 5,5, c'est 5 pièces, imaginons. 5 pièces. Donc, 5 x 4, ça fait 200. 200. Donc, si le 6 logements de juste des 5,5 est en dessous de 1,2 million, moi, c'est une aubaine. Et là, après ça, tu prends cette aubaine. Là, tu dois passer à l'action pour créer vraiment une richesse, l'optimisation dans cette aubaine, right? Et là, ça veut dire que tu as un profit à l'achat. Après, il y a plusieurs autres exercices qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu as des conversions de chauffage à faire? Est-ce que tu as de la vacance dans l'immeuble? Est-ce que tu as des bobos que tu peux résoudre? Tu sais, donc, le premier, le prix par pièce, ça te donne vraiment un baseline de filtrer parmi les 300 annonces centristes. C'est pourquoi je me questionne, parce que dernièrement, j'ai eu un podcast avec Jean-Charles Goyèche. Ouais. Et là, lui, il parlait de petites unités. Donc, dans ma tête, est-ce qu'il est en train d'acheter tout ça, des petites pièces, 40 000, par exemple, de 50, et tu l'achètes à 40. Puis après ça, tu vas ajouter d'autres pièces pour créer plus de valeur. Oui. Nous, ça arrive de rentrer dans des immeubles. Ça arrive dans des immeubles qu'on voit des 2,5 de 500 pieds carrés. Puis on sait qu'un 2,5, je peux le transformer en 3,5 facilement. Donc là, tu commences à créer des pièces. Alors, tu l'as acheté à 40 000 et tu crées une pièce de plus. Donc, tu sais, il y a énormément de valeur ajoutée que tu mets dans le locatif. OK. Là, je comprends mieux. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec? OK, il a acheté moins cher, mais là, il faut que tu fasses quelque chose avec. Right? OK. Par la suite, tu as fait cette mathématique qui est vraiment simple. Ça prend pas un doctorat en mécanique quantique. C'est vraiment simple. Alors, personne n'envoie personne sur Mars, là. Par la suite, c'est quoi la prochaine étape? Moi, je regarde... Trouver les problèmes, peut-être? En fait, tu sais, tu as plein de problèmes. Tu as, par exemple, la propriété, ça fait longtemps qu'elle est sur le marché. Plus le mandat du courtier inscripteur arrive à expiration, plus lui, il est aussi motivé à vendre. Ouais. Pourquoi? Parce que sinon, il aura travaillé 1 an dans le beurre. Donc là, il commence à être intéressé à te dire... Il va motiver son vendeur à prendre ton offre. On va dire ça comme ça. OK? Donc, les mandats qui sont proches d'expirer, moi, je les aime bien. Puis souvent, ce que je vais voir et ce que je vais poser comme question, c'est pourquoi ça n'a pas marché depuis 1 an? OK, il y a eu des problèmes. Ouais, il y a eu l'inspection. Tu sais, l'inspection, ils ont parlé du toit, etc. Nanana. OK, bon, tu sais qu'un des problèmes, c'est le toit. Après, pourquoi ça n'a pas marché? Tu sais, avec la hausse des taux d'intérêt, il n'y a plus rien qui qualifie. OK. Et aux taux d'intérêt, le financement est un challenge.
Mais du coup, si le prix, je dis n'importe quoi, le prix est 1,8 million, si on transige à 1,3 million sans condition de financement, sans condition d'inspection, ça t'intéresse-tu? Ben ouais. Moi, je veux plus quelqu'un attendre 6 mois, je donne un exemple, je veux plus attendre 6 mois quelqu'un qui se fait financer par la SCHL pour se faire dire non après. Moi, ce que je veux, c'est partir en Floride. Puis avec 1,3 million, j'en ai ben en basse. 1,8, oui, c'était le fun, c'était des prix COVID. Mais là, ce que je veux en ce moment, c'est que ça fait 1 an que je reste à Montréal au lieu de partir dans mon condo à Floride en jouer au golf. Parce que il n'y a pas un crise d'acheteur qui est capable d'acheter ma propriété parce que ça ne passe pas au financement. OK. Tu vois, ça, c'est les jeux, tu sais, comme un peu de négociation à toujours savoir qu'est-ce que veut l'autre personne. Ben oui. C'est quoi son why? Pourquoi il vend? Avec les bonnes questions, si tu poses beaucoup de questions, tu es capable d'avoir exactement ce qu'il veut. Ouais. C'est ça la beauté. Hein? Moi, j'arrive comme une solution. Moi, je suis juste une solution, au final. Quand tu poses assez de questions, tu es comme, ben, OK, c'est ça qu'il veut. Ouais. C'est ça qu'il veut. Puis là, tu sais exactement quelle direction prendre pour vendre. Et beaucoup de personnes, ils parlent. Tu as dit quelque chose dans un autre, une des podcasts que tu as fait. Tu dis, man, j'ai oublié la phrase, là. C'est une belle phrase. Ouais, dis-le moi. Quand tu parles, tu n'apprends rien. Voilà. C'est aussi simple que ça, puis j'ai oublié. Tabarnak. Non, mais c'est bon parce qu'au final, c'est vrai que quand tu parles, au final, tu redis quelque chose que tu sais déjà. Alors que quand tu écoutes, tu apprends des choses. Mm-hmm. Enfin, tu as la possibilité d'apprendre quelque chose. Certainement. C'est pour ça que j'ai juste des oreilles aujourd'hui. Tu parles pas beaucoup. Hein? Ah ben. Mais c'est parfait. On a fait le tour. Je comprends. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter? C'est sûr qu'il y a des choses techniques, c'est beaucoup plus profond que ça, mais... Ben, tu sais, les conversions d'usage, moi, je regarde beaucoup aussi. Tu sais, il y a beaucoup de commerce, de choses qui sont vacantes. Et si le financement, c'est compliqué dans le commercial, tu le sais, là. Hein? Financer un immeuble, 50% commercial, dont le 50% est vacant, c'est de la merde. On va pas se mentir, hein? Tu fais pas, t'as pas 50 banques, c'est vraiment chiant. Il y a le privé, où est ma spécialité. Oui, mais ça reste que c'est très pénible. T'sais, il faut avoir un plan d'action, il faut vraiment savoir ce que tu veux faire avec. Là. C'est pas, tu vas pas garder, si tu arrives au privé, tu dis, ouais, c'est vacant, mais écoute, je verrai bien, là, je sais pas, là. Non, à 12%, tu verrais bien, ça va te coûter cher. Non, ça va te coûter cher, puis le privé, il te demande toujours, c'est quoi ton plan de sortie. Oui, absolument. Il va pas, le privé, il y en a qui pensent que le privé, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon courtier hypothécaire. Ouais. Ils pensent que le privé, c'est un yes man, genre, t'arrives avec un projet pourri, puis il va te le financer. Si c'est un yes man, faut pose-toi des questions. Ouais, parce qu'il va te récupérer ta il va te récupérer rapidement. Mais donc, tu sais, il va toujours te demander c'est quoi ton plan de sortie. Ouais. C'est quoi ton plan A, ton plan B, ton plan C, comment tu me rembourses? Parce que lui, c'est pas dans son intérêt de récupérer. Ce que j'aimais avec toi, Denis, c'est que tu avais 3-4 plans. Tu as A, B, C, D. Ouais. Quand c'est pour ça que j'ai hâte de travailler avec toi quand tu as quelque chose de privé. Là, c'est que habituellement, nous, comment on fonctionne, surtout dans le financement commercial privé, c'est que on bâtit les plans en posant des bonnes questions aux clients. Ouais. Parce qu'ils viennent juste avec un plan. Je vais refinancer. OK, après rénovation, après peu importe ce qu'ils veulent faire. Et là, nous, on bâtit les 2, 3, 4 options de options de porte de sortie. Ouais. Mais toi, en tant que client, j'adore parce que tu le fais. Ça facilite un peu notre travail. Alors, toi, tu as souvent 4-5 portes de sortie. Mais moi, je dis toujours, je ne veux pas faire perdre de temps à personne. Donc, c'est pareil qu'un vendeur. Tu sais, un vendeur, moi, je dis toujours, j'ai une crédibilité je close 95% des promesses d'achat que je dépose. Puis, ta fameuse phrase. Puis je fais 100% des financements que je lance. Tu sais que ça va être ça ton thumbnail. Je close 95%. Non, mais parce qu'en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps, avant de déposer une promesse d'achat, de poser les questions. Pourquoi ça n'a pas marché avant? Pourquoi ça ne s'est pas vendu? C'est quand même une belle opportunité. Pourquoi ça ne s'est pas vendu? C'est quoi le challenge, etc. Je vais poser toutes les questions avant, je vais faire mes exercices avant. Puis, au moment où je dépose la promesse d'achat, pour moi, c'est je l'achète. Après, c'est sûr que si je découvre quelque chose à l'inspection et puis que le vendeur est vraiment borné, qu'il ne veut rien, il fait l'autruche puis il ne veut pas savoir qu'il y a de la contamination dans son sol, ben ça, c'est une autre chose. Mais c'est pareil pour le financement. Moi, quand je lance un dossier de financement, j'ai fait les calculs, je ne m'essaye pas. C'est pas genre, OK, là, je vais lancer les chiffres dans l'univers puis je vais voir si ça tombe dans la bonne case. Non, puis... C'est pareil pour l'achat. Je ne vais pas m'essayer, je ne vais pas envoyer 400 offres d'achat partout parce que tu ne crées aucune relation, puis ton nom, c'est tout ce que tu as. Hein. Ouais. Après, toi, tu vas être pareil pour la personne qui ne close pas. Et le Québec est petit.
Ouais, le Québec est petit. Donc, surtout l'immobilier, le monde de l'immobilier est petit. Donc, quand tu joues avec ton nom et puis que tu ne respectes pas tes ententes, tu fais des bêtises un peu gauche à droite, les gens... C'est drôle parce que... closer. Aussi, ben, tu vois, dans mon monde à moi, dans les prêteurs, en tant que prêteur, en tant que courtier, on en parle. Right? On parle un peu quand ça tombe sur un client assez gros entre nous. Et c'est une mauvaise réputation que tu bâtis si tu fais des conneries ou tu ne dis pas la vérité quand tu montes un financement. Puis là, tu apprends par une autre personne que hey, lui, il m'a présenté le même dossier. Il y a des trucs de loyauté, des trucs comme ça, là, ça rime. Puis malheureusement, c'est pas bon. Alors, c'est une question. Et de loyauté ou même de fling-flang. Il y en a qui disent ouais, les revenus, c'est tant. Puis là, tu commences à regarder. Et puis tu dis mais c'est pas tout ça. Ou alors, j'ai une bonne cote de crédit. Ou j'ai 25 millions de valeur nette. Puis là, c'est comme tu regardes ça, tu fais comme pas du tout. Là, genre, c'est pas rapport. Tu préfères le découvrir. Tu préfères qu'on te le dise avant. Absolument. Puis tu vas faire sauver du temps à tout le monde. Là. Regarde, je vais être transparent avec toi. Là. Ce dossier-là, il faut minimum 25% de valeur nette pour arriver avec la SCHL en plan de sortie, par exemple. Ben, tu sais, va falloir que tu vas lui créer ses plans. Il va falloir que tu trouves un investisseur avec toi qui va faire un partenariat, qui a une bonne valeur nette, qui va te permettre d'avancer parce qu'en ce moment, avec ce que tu me dis, ça n'a pas de sens. Alors que si tu montes tout le dossier, puis que la dernière chose qu'il t'envoie, c'est son bilan, puis là, tu fais comme, ouais, là, ça va coincer. Là. Le misunderstanding pour les clients avec les courtiers, c'est qu'ils pensent qu'on est les prêteurs. Puis ils nous vendent avec bien monté, mais avec plein d'histoires qui font pas de sens pour que nous, on essaie de vendre la même façon aux banquiers. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que s'ils nous disent toute la vérité, et là, ça fait que nous, on est capable de construire à travers tout ça pour éventuellement intéresser un prêteur. Mais en fait, vous faites le travail vraiment de conseiller. Tu es du côté du t'es pas le camp adverse, tu es du côté du client. Et puis, peut-être que tu vas dire à la fin, regarde, écoute, ça là, ça coince un peu. Mais avec ce prêteur-là, ça va pas coincer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as vraiment, plutôt que d'aller avec le premier puis faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, ben, tu vas l'orienter directement vers la bonne personne, un prêteur alternatif, ou etc., plutôt qu'un financement conventionnel. T'sais. Donc, vous êtes comme pour moi, je fais toujours affaire avec des courtiers hypothécaires. Courtiers hypothécaires? Pas directement dans les banques? Ben, pour le financement, l'achat, c'est régulier que je fais affaire des fois directement avec des banques parce qu'il y a des montants de financement que il n'y a pas 50 directeurs de compte qui travaillent ces montants de financement-là. Mais je te dirais que dans les refinancements ou tout ce qui est SCHL, etc., ben, je fais tout le temps affaire avec un courtier hypothécaire. Puis moi, je dis toujours, là, comme c'est amène de la valeur, puis je vais être loyal, il n'y a pas de problème. Genre, un courtier hypothécaire qui me dit hey Denis, tu savais-tu qu'avec Desjardins, en ce moment, ils ont un truc vraiment exceptionnel, qu'ils ont un rabais de titrisation sur l'éco énergétique. Puis là, tu vas faire comme. Moi, je fais comme. OK, ben là, je m'en fous d'avoir un directeur de compte. Tu m'amènes quelque chose qui a vraiment énormément de valeur, une golden nugget. Du coup, c'est sûr que je vais faire affaire avec ça aux jeunes. Absolument. Bon, je tiens compte. OK. Par la suite, parlons des prêteurs alternatifs, prêteurs privés. On parle de ça en ce moment, là. Alors, c'est pour toi, est-ce que c'est quelque chose de très commun d'utiliser? Oh non, tu sais quoi? C'est comme ça mes podcasts. On va partout. Tu disais que on parlait de portes de sortie, tu en avais 4, tu en avais 4-5. Donne-moi un exemple d'une situation où tu as utilisé un prêteur privé et tu as amené 4-5 portes de sortie. Tu as présenté plusieurs portes de sortie parce que il y a des plus optimistes, plus pessimistes, puis des choses entre les deux. Ouais. Alors, il faut en avoir, right? Donc, déjà, de façon de base, moi, je suis quelqu'un d'assez très conservateur. Dans des scénarios, quand on présente des choses, je préfère toujours... les Américains, ils aiment bien toujours dire overcommit, overdeliver, etc. Moi, je suis plus undercommit. Si ça marche, en undercommit, ben, si tu overdeliver, c'est comme tu es un champion du monde. Et puis, c'est sûr que la personne elle va refaire affaire avec toi. Oui. Moi, je préfère... Il dit ça, overcommit, overdeliver. On dit, il est fou, lui. Overcommit, overdeliver. Mais anyway, mais c'est juste que, moi, je préfère toujours gérer quelqu'un qui est content que quelqu'un qui n'est pas content. C'est toujours la même chose. Hein. Tu dis, hey, l'essence est à
2 pièces le litre, quand elle est à 1,95, t'es ultra content, mais quand tu dis que l'essence est à 1,80 et qu'elle est à 1,95 le lendemain, ben t'es en crise. C'est difficile de overcommit puis overdeliver parce que des fois, c'est hors de ton contrôle. Ouais. Puis quand tu fais des grosses promesses comme ça, puis... Ben c'est ça. Donc, moi, j'essaie toujours dans mes analyses financières d'être dans un scénario 2 sur 5. 1 étant le plus conservateur, le plus pessimiste, 5 étant le plus optimiste, ben moi, je suis comme dans le 2 sur 5. Comme ça, j'ai 3 chances sur 5 de faire mieux, une chance de faire ce que j'ai dit, puis une chance de faire moins. En gros, c'est un petit peu comme ça. Des plans de sortie. Par exemple, on achète une grande tour dans le centre-ville de Montréal. On l'achète à un bon prix d'achat. Premier plan de sortie, là, on ne pourrait rien faire dans cet immeuble-là, juste remplir le commercial, puis ça ferait du sens. Et on pourrait comme refinancer puis ressortir quasiment notre argent. Deuxième plan, on peut le densifier. Tout le commercial qui est vacant, hop, on le transforme en logement, on le densifie, c'est très, très bon. Troisième plan, on peut faire de la copropriété verticale. Donc, par exemple, avoir le commercial qu'on pourrait vendre, puis garder le résidentiel qui est au-dessus. Cinquième plan, on pourrait vendre l'immeuble en entier. Je sais pas, c'est 4, 5, whatever. Mais en gros, on pourrait vendre l'immeuble en entier, puis on a fait tellement une bonne chose. Donc, c'est sûr que dans notre intérêt, c'est pas le... Et puis, tu sais, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai dit 5 parce que le plan numéro 2, c'est quand même de refinancer la bâtisse après avoir... Tu sais, que ça marche en gardant l'actif. Mais dans tous les cas, on a une porte de sortie que si on vend, on ne perd pas de plume. Intéressant. Donc, si on regarde le même schéma, ça peut être pour n'importe quel type d'acquisition. Ça pourrait être ton plan numéro 1, c'est refinancer CHL. Ton plan numéro 2, c'est refinancer avec un prêt alternatif pendant 2 ans. Ton plan numéro 3, c'est refinancer conventionnel. Oui. Si ça marche avec les 3 ou dans un ordre spécifique, ça pourrait être vendre en condo, ça pourrait être faire du Airbnb, ça pourrait être OK, je fais de la location. Tout le monde pense que il faut que je loue de façon classique, annuelle. Mais si tu loues meublé, si tu loues Airbnb, dans les cas où tu as le droit, si tu vends, ça c'est d'autres portes de sortie. Bien sûr. Puis je répète, Denis a beaucoup d'expérience, il est habitué de faire ça, mais pour ceux qui se demandent OK, comment ça fonctionne, les conditions alternatives, comment ça fonctionne, plusieurs autres types de plans, donnez-moi un coup de fil. Là, c'est des choses qu'on fait. C'est sûr qu'il faut être entouré de personnes. Tu sais, je dis toujours, là, tu ne peux pas être expert dans tout. Comme tu te rappelles ce que je disais tout à l'heure? Sois expert dans quelque chose, puis après, regarde ailleurs. Je ne suis pas comptable. J'ai un expert comptable, fiscaliste, qui est dans mon équipe. Qui est dans mon équipe de rêve. Ça peut être un sous-traitant ou sur le payroll, ça ne change rien. Mais moi, je m'assure, et puis il faut penser ça de façon graphique. OK? Ça, c'est ton expertise. Le plus haut, c'est ton expertise. Donc, tu sais, par exemple, moi, je suis expert en acquisition. Donc, tout ce qui est financement, prospection, très grand. Donc, je suis comme 0 à 100, mais sur un petit laps de temps. Le projet, imaginons, il dure 24 mois. Il y a les rénovations. Ne me demande pas de planter un clou. Oublie ça. Gérer un projet, oublie pas de gérer le projet. Gérer des marges d'entreprise, des fiscalistes et puis des avocats, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis très bon dans le truc. Essaye de t'entourer de personnes qui ont leur pic qui est à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, moi, je suis expert en acquisition. Je me suis entouré d'un expert en travaux. Puis, je me suis entouré d'un expert en levée de capitaux et en gestion immobilière. Puis après, je me suis entouré d'un directeur des opérations qui s'occupe de toute la partie marketing, légale, comptabilité, gestion d'entreprise, culture d'entreprise, etc. Question pour toi. Pour trouver les autres experts, la structure, est-ce que tu vas rentrer en partenariat avec des pourcentages ou tu rentres en payroll? C'est des bonnes questions. Ouais. Ça, c'est une très, très bonne question. Dans le fond, il faut que toujours tu te poses la question, encore une fois, c'est quoi ton objectif? Il y a beaucoup de personnes qui donnent des parts rapidement. Puis nous, la façon dans laquelle on l'a fait, c'est qu'on s'est dit, on fait des preuves de concept. Une preuve de concept, c'est quoi? C'est qu'on va se donner un an. Puis, moi, à l'époque, j'avais beaucoup d'immobilier tout seul. Puis, il y a une grosse différence entre... en fait, c'est qu'au final, je suis imputable pour tout. Quand tu fais de l'immobilier tout seul, à quel locataire, je dis n'importe quoi, il a un problème, je comprends, tu as une compagnie de gestion, mais si la compagnie de gestion fuck up, c'est ta responsabilité, tu es imputable pour la compagnie de gestion, tu comprends? Puis pour moi, c'était beaucoup sur les épaules parce qu'au bout d'un moment, je commençais à gérer beaucoup d'affaires, puis je voulais, je sais pas, faire des plus gros projets, etc. Donc, il y a la notion d'imputabilité. La deuxième chose, c'est que après, j'avais plus forcément besoin d'argent, donc je me suis dit, je préfère faire juste du fun, avoir juste du fun, faire juste des projets qui m'excitent, mais
croître un peu moins. Donc, je ne vais plus en faire tout seul, mais je vais m'entourer de 4 personnes qui ont des compétences expertes dans des domaines complémentaires du mien. OK? Donc, moi, je te rappelle, l'Epic. OK? Du coup, on s'est fait un partenariat 25-25-25-25. Maintenant, le partenariat, là, c'est pas un mariage pour la vie, là. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, moi, je voudrais être sur la beach à longueur de journée, puis j'aurai un partenaire qui voudra continuer à grinder jusqu'à 70 ans. Là. Pas de problème. Donc, en gros, ce que je fais, c'est qu'on travaille par échéance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on se donne un première échéance d'1 an. On va voir. En 1 an, si on fait un projet, on a-tu du fun? Ça a-tu bien marché? On a-tu une bonne symbiose? On se passe-tu la balle de façon équitable et tout va bien? Good, parfait, ça a bien marché. Bon, on va se donner une échéance de 3 ans. Là, maintenant, on va commencer à scaler un peu la business. Donc, cette période de 3 ans, on va commencer à mettre des systèmes en place, on va commencer à embaucher du staff, on va commencer à faire ci, etc. Puis, on se met un objectif de 3 ans. 3 ans, je dis n'importe quoi. 400 portes, 500 portes. OK, good. Après 3 ans, on a-tu toujours tous la même réalité? C'est nous, là, juste dans notre première période, de 0 à 1 an, ça s'est bien passé. De 1 à 3, moi, j'ai eu une fille, j'ai un ami, mon partenaire a eu 2 enfants, puis mon autre partenaire a un enfant, puis mon 4e partenaire, sa femme est enceinte. Donc, c'est sûr que peut-être que tes priorités, elles changent à some point, tu comprends? Peut-être que le prochain stretch, après la 3e année, après la 4e année, 1 plus 3, 4, que là, on va se dire 5 ans, ben, peut-être que le 5 ans, soit on va viser une croissance qui est plus organique, ou peut-être qu'à la fin, ça va être comme, regarde, c'est quoi? Moi, je veux passer du temps avec ma fille. Tu sais, de la croissance, c'est le fun, là, mais au bout d'un moment, je value peut-être d'autres choses. Tu sais, je vais faire du développement, faire pousser de la papaye en République dominicaine. Tu sais, je sais pas. Et donc, c'est important de se donner des échéances dans un partenariat. Donc, j'aime ce concept. Comme ça, ben, l'autre a besoin de faire ses preuves. Tout le monde a besoin de faire ses preuves. Ouais. Puis ça permet à aller chercher l'excellence dans notre capacité d'accomplir des projets. Maintenant, je comprends tout ça. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais ça tombe bien. En plus, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah ben là, je peux pas creuser dans ta tête, mais c'était-tu en rapport avec les échéances de partenariat? L'échéance de partenariat, oui. Si ça me revient, je te laisserai savoir, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'il y avait un golden nugget dedans. Mon Dieu. Ben là, en ce moment, on donne un paquet de golden nugget. Donc, je pense que les gens vont être rassasiés. Ah oui, ça me revient. Ah! T'as dit tantôt. On va pouvoir couper les 2 minutes. Non, même pas. Ça, c'est naturel. Ils connaissent mon audience, ils savent comment je suis. OK, good. Au début, tu as dit, pour avancer plus vite, partenariat, ça peut être intéressant, mais c'est beaucoup plus lucratif de le faire toute seule. Mais ça vient avec beaucoup de sacrifices, dont le temps, dont tes capacités de sortir des fonds et blablabla. Par contre, si je compare avec des Grant Cardone, tous ces gars-là qui font jamais tout seuls, ils viennent d'acheter 1000 portes, mais 1000 portes a été acheté avec 1000 personnes qui donnent 1000 piastres. Parce que peut-être que lui, il est rendu à l'échéance 10-20 ans. Tu comprends? Ouais. Peut-être que lui, le premier 0 à 1 an, il a fait d'une certaine façon. Il a peut-être fait tout seul de 0 à 1 an. Peut-être de 1 à 3, il a commencé à structurer, s'entourer de Jared, etc., de plusieurs personnes qui est dans son noyau. Peut-être que son 3 à 8, ben, il a commencé à structurer une machine de vente, etc. Peut-être que son 8 à 18, il a commencé à sortir 10x Wealth, fait un paquet d'affaires et puis... Je comprends ce que tu veux dire. Il y a une évolution à tout ça. Par contre, ça peut être très payant d'être en partenariat parce que là, tu vas aller chercher du gros volume. Ouais. Le gros volume, donc là, ça devient payant. Puis, au début du podcast, tu parlais d'arriver à 2000 portes. Il y a une façon d'avoir un exit. Tu as probablement un exit dans tout ça. On parler du exit. C'est quoi le multiplicateur dans un exit comme dans les propriétés? Avoir des propriétés, c'est quoi le multiplicateur? C'est, tu sais, un exit, c'est plus difficile quand tu es en partenariat. Tu sais, quand tu as bâti une entreprise, parce qu'il faut comprendre aussi que j'ai une entreprise de construction, une entreprise de gestion qui est reliée à tout ça, là, qui sert à la fois tout plein de trucs. Donc, tu sais, un exit, c'est un peu... Tu sais, en compagnie technologique, ça se fait beaucoup plus. On parle de multiplicateurs, de revenus, d'un paquet d'affaires, etc.
Je te dirais que j'y ai pas pensé. Et puis, en fait, c'est drôle parce que j'ai jamais fait ça pour l'argent. Je vais faire une réponse plate de politicien, mais la réalité, c'est que toutes les personnes... Ce matin, j'avais un TikTok de Patrick Bet-David. Tu sais, il disait Elon Musk, là, genre, il vaut 300 millions, 300 milliards, etc. Quand il a racheté comme Twitter, tu sais, il dit qu'il n'y avait aucun move. Tous les trucs font aucun sens pour qu'il rachète Twitter. C'est stupide as fuck. Genre, tu te mets, tu sais, comme les chiffres ne fonctionnent pas, le truc ne fonctionne pas, etc. Puis ça se peut que ce soit la première personne qui passe à... Tu sais, il est dans l'énergie, il est dans les voitures électriques, il est dans la mission to Mars, il est comme dans un paquet d'affaires. Il n'a pas besoin de Twitter comme un nouveau hobby à faire, tu sais. Puis c'est peut-être la première personne qui va se rendre à 1 trilliard de valeur. Je sais pas, 1000 milliards, tu sais, disons. Mais, puis au final, il dit, mais c'est juste parce qu'il n'a jamais fait ça pour l'argent. Puis, tu sais, tu me demandes c'est quoi le exit, j'y ai jamais réfléchi. Parce que moi, au final, j'ai jamais fait ça pour l'argent. J'ai jamais fait ça pour... Oui, je comprends, tu sais, il y a de la valeur, etc., mais c'est beaucoup pour le pride, pour la fierté de redonner une nouvelle vie à des immeubles, d'avoir des locataires qui sont super heureux parce qu'ils vivent dans quelque chose qui est exceptionnel, d'avoir la fierté, par exemple, de ma fille qu'on va marcher puis elle va dire ah, ça, d'avoir la fierté des parents, de faire bénéficier autour de moi nos investisseurs qui n'auront jamais accès à des rendements comme on leur donne. Puis, donc, tu vois, toutes ces choses-là, ça me fait qu'au final, on dit toujours tu fais plus pour les autres que pour toi-même. Bien sûr. Puis, j'ai jamais pensé à me dire, tu sais, genre, est-ce qu'à 2000 portes, je ferais un exit à 100 millions, 200 millions, 300 millions? Oui, effectivement, il y a peut-être un REIT qui va nous racheter, puis qui va nous racheter nos 2000 portes ou nos 3000 portes parce que pour eux, c'est plus un groupe Mac là, qui arrive et qui dit ouais, écoute, là, c'est vraiment intéressant, même si c'est très optimisé votre affaire, ça fait vraiment du sens, puis c'est des actifs d'exception. Oui, mais je vis assez simplement que, tu sais, moi, dans mon compte, que j'ai 50 ou 200 millions. Peut-être que je viens de te réveiller sur une petite question que tu ouais, non, mais c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Parce que tu aimes les choses simples, puis est-ce que tu veux grinder jusqu'à 50, 60 ans? Moi, je pense que la vie est faite de projets et d'expériences et de souvenirs. Tu vois, genre, pour moi, la retraite n'existe pas. Puis, tu sais, il y avait un truc au début que tu m'avais dit, la méritocratie versus la bureaucratie, la France, etc. Tu sais, j'attends pas la retraite comme une finalité. Tu sais, il y a beaucoup il y a des études de santé qui disent qu'il y a beaucoup de personnes qui, tant qu'ils sont restés actifs, travailler à faire tout ça, avoir une communauté autour d'eux, un purpose, une raison de vivre, etc., ben, ils étaient en santé, puis que le jour où ils sont passés à la retraite, qu'ils sont passés juste à rien faire, à part regarder la TV, ben, finalement, c'est là où la maladie a commencé à arriver. Puis moi, j'ai jamais le sentiment de j'aurais retraite. En fait, si je me dis ah ben tiens, la retraite, c'est de voyager, ben pourquoi je ne voyagerais pas maintenant? Tu comprends? Je ne vais pas attendre d'avoir 60 ans pour voyager et puis pas pouvoir monter les pyramides ou whatever. Je vais faire autre chose. Mais donc, je pense que c'est une misconception de se dire que il faut attendre un moment dans le futur où ça sera meilleur. Ah, c'est clair. Sinon, on va pas. Sinon, on donnera juste le minimum, en fait. C'est juste le minimum jusqu'à en attendant la retraite. Mais même toi, c'est-à-dire que les objectifs que tu vas te donner sont des objectifs très tranquilles parce que tu te donnes 25 ans pour les réaliser. Ouais. Moi, je me donne 18 mois pour les réaliser. Rapidement, parce qu'on achève. 95% des offres d'achat se closent. Ouais. Tu en as parlé souvent de cette fameuse phrase. Donc, et souvent, plusieurs ont été achetés sur Centrus qui étaient là depuis plus de 100 jours. Donc, tu mets dans le filtre 100 jours, boum, tu sors toutes les propriétés, puis tu fais la même analyse que tu on en a parlé très rapidement. Ouais. Un, c'est crédibilité, image de marque. Tous les courtiers hypothécaires, tous les courtiers immobiliers savent que je suis un closer. Deuxième chose, effectivement, c'est les propriétés qui sont en détresse. C'est que moi, je résous des problèmes. C'est-à-dire qu'une propriété qui est bonbon, là, elle arrive sur Centris à 500 000 ou 1 million ou 1,5 million. Puis si tout va bien, elle va se vendre en 2 jours. Puis moi, c'est pas mon créneau. C'est ce que je veux dire. Parce que si tout va bien, j'ai rien à résoudre comme problème.
Donc, après 100 jours, 150 jours, ben, c'est sûr que des fois, c'est un peu plus de... Puis aussi, c'est plus tranquille. Tu sais, il y a plus d'écoute du vendeur, il y a plus d'écoute, de patience, et tu peux bâtir une relation. Puis moi, je trouve que l'immobilier, c'est une game de relation. Et tu dis, tu as phrasé la phrase de Grant Cardone, plus de chances en faisant plus d'offres. Donc toi, tu es une machine à faire des offres. Alors, est-ce que tu as une question pour toi? C'est vrai? C'est vrai? Parce que en fait, oui. Mais comme je te disais, c'est que on notarie beaucoup d'immeubles. Donc, c'est sûr que je fais beaucoup d'offres parce qu'on notarie beaucoup d'immeubles. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'excès de faire 853 offres. Moi, par contre, l'inverse. La phrase de Grant Cardone, je vais te l'appliquer sur « je vais contacter 100 fois plus de propriétaires que n'importe qui ici dans la salle. » Parce que... Et qui nous écoute. Parce que je vais apprendre à les connaître, puis je vais poser des questions. Puis si ça ne marche pas, je ne veux pas faire perdre de temps à personne, donc je ne vais pas déposer d'offres. Donc tu comprends? Je vais déposer moins d'offres, donc la qualité over la quantité. OK? Très peu d'offres que je vais déposer, mais je vais les closer, c'est sûr et certain. Par contre, en amont, je vais appeler un paquet de propriétaires ou de courtiers pour avoir des informations sur la propriété et puis savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu veux me faire, c'est poser un paquet, des centaines de questions, justement pour filtrer. Ouais. Un peu qu'est-ce que moi je fais dans le financement. Je vais prendre moins de clients, mais mon lead generation est énorme, donc je reçois beaucoup, puis on les filtre. Qu'est-ce qu'on est capable de prendre? Parce que je veux un taux de succès élevé. Donc, si, après une trentaine de minutes, je dis, Denis, let's go, je vais prendre ce dossier, parce que les chances que ça close est beaucoup plus énorme. Mais si, à la première rencontre, au téléphone, je te dis, malheureusement, je ne peux pas t'aider là-dessus, ben, moi ça ne compte pas comme un dossier que j'ai traité. Non, mais puis c'est aussi reconnaître, tu sais, moi, les personnes qui vont, des fois, dans 5AM Capital, je donne un petit peu de consultation. Là. Je donne 4 heures par semaine parce que ma business, c'est de l'investissement immobilier, c'est pas de donner la consultation. 4 heures par semaine, les amis. Right? Ouais, mais c'est souvent booké, mais ce que je veux dire, c'est que mon but, c'est que j'ai pas d'organisme de forme. Je vends rien. Là. Je fais juste comme aider les gens à analyser des deals ou genre à se donner des idées. Donc, bref, dans un deal, on peut l'analyser ensemble, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose. Tu ne veux pas faire perdre de temps à personne. Si toi, tu es expert dans le prêt privé multicommercial, prêt alternatif, prêt privé. Prêt alternatif, prêt privé multicommercial, si quelqu'un t'arrive avec une église ou un terrain à financer des jardins et qu'il y a juste des jardins qui fait ça, ben, ce n'est pas forcément ton expertise. Donc, tu vas le référer vers quelqu'un qui est vraiment expert dans le domaine. Ouais. Puis, tu ne vas pas faire perdre de temps à personne. Puis là, c'est ça. Et c'est ça de travailler avec des experts. C'est ça. J'adore. Alors, plus de questions, moins d'offres, et plus de contact avec les propriétaires. Ouais. C'est make sense dans tout ce qu'on fait dans la vie. Puis des fois, le propriétaire, je lui dis, regarde, en ce moment, le prix, il est trop cher. Tu sais, si tu as envie de closer en 30 jours, voici mon prix. Puis je comprends que tu n'es pas rendu là. Puis je te conseille de continuer de travailler dans le marché puis essayer d'avoir une meilleure offre. Si tu as une meilleure offre, good for you. Good for you. Et à force de faire ça... Puis des fois, ça arrive que 6 mois après, le vendeur, il arrive, il me dit, écoute, Denis, tu avais raison, la valeur économique, etc. Il n'y a personne qui est passé au financement. Je fais comme, je te l'avais dit, mais regarde, c'est correct que tu aies essayé. Je ne vais pas t'empêcher d'essayer quelque chose. C'est correct que tu aies essayé. Mais au final, voici mon offre, elle est toujours valable. Et magiquement, tu es un closer parce que tu l'as closé, mais c'est juste une question de délai, d'attente. Tu as dit ce que tu voulais. Tu n'as pas nécessairement closé avec des techniques de je sais pas comment, PNL, là. Tu l'as fait sentir d'une façon pour créer cette envie auprès du client. Puis là, finalement, il te dit oui par désespération. Non, tu as dit ce que tu voulais, tu as attendu. Puis à force de faire ça pendant très longtemps, avec beaucoup de volume, ben, tu reçois juste des closings. Ouais. Tu vois? Alors, par exemple, nous, les taux d'intérêt, par exemple, je ne vais jamais promettre à un client, pour ce dossier, tu vas avoir du 10%. On ne peut pas, parce que, de un, au premier appel, on ne peut pas nécessairement savoir, mais je te dis, le range, c'est entre 10 et 12. Oui, parce que, encore une fois, les gens, ils restent tickés sur le prix en immobilier et les gens, ils restent tickés sur les taux d'intérêt en financement. Mais le taux d'intérêt, c'est un critère, comme le prix est un critère d'une transaction. Moi, si tu me finances à 12%, mais que tu me finances 100%, plus les travaux, plus la patente, etc., en garantie sous écrou, écoute, tu pourrais me charger du 16%, je m'en fous. Là.
Franchement, ça m'est égal complètement. Oui, ton intérêt est complètement égal. Imagine ton paiement est de 20, 30, 40, 50 000 par mois, là, puis qu'on te prépaye les intérêts pour toute la durée. Wow. Mais là, c'est sûr. Là, 50 000 que tu peux garder dans tes poches pour faire d'autres projets. Tu peux me charger 12,5 ou même 14%. Appelle-moi, je vais te charger la totale. Non. Non, mais par contre, c'est un truc que j'imagine que tu t'expliques à beaucoup de tes clients. Ouais, bien sûr. Hors sujet, tu as fait 75 Hard, c'est drôle, tu as fait plusieurs fois, je crois. Ouais, chaque année, je le fais peut-être une fois. Là. Une fois? J'en ai fait 3 fois. Mais des fois, en fait, c'est ça, je l'ai fait peut-être 3-4 fois. J'ai fait même le Live Hard, qui est comme 1 an complet. T'as 75 Hard, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Là, on a parlé moins de toi en tant que personne. Ouais, mais on peut avoir un autre podcast pour cela. Moi, je rentre boum, dans la technique des choses. Correct. Mais ça, je l'ai fait 3 fois. Puis chaque fois, je fonds. Félicitations. Puis je reprends. Parce que c'est difficile de garder cette mode de vie. Hein. C'est 2 entraînements par jour. Puis moi, je vais vraiment... Je ne marche pas là. Ça prend du temps. On va pas se mentir, là, c'est chronophage. Mais moi, c'est une question de priorité. Si c'est ta priorité, si je disais demain matin, je kidnappe tes enfants, si tu fais pas 2 entraînements par jour, tu vas les faire. Parce que c'est une priorité. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, c'est pas forcément une priorité. Puis c'est correct. Si ta priorité, c'est pas de t'entraîner. C'est correct. Mais c'est juste que... En plus, le deuxième entraînement, il y en a qui vont marcher, ils vont prendre ça en plein air. Moi, je cours tout le temps. Donc, c'est toujours intense, donc je fonds vraiment. Puis là, je me donne une break d'1 semaine. Puis là, une semaine passe à 2 mois. Tu dois avoir un paquet de soutes. Parce que moi, quand je fonds, je suis obligé de changer toutes les soutes, tous les trucs, etc. T'as deviné. T'as deviné, honnêtement. C'est ça qui est le plus frustrant. Prendre du poids, je parais bien dans tous les types de poids. Par contre, les soutes, mon Dieu, j'ai tout le temps, je dois te changer. Il n'y a rien qui me fit actuellement. Anyway, un petit jeu avant de finir. Ouais. Donc, je vais te dire de plusieurs types d'investissements. OK. Puis tu vas me dire si ça t'intéresse, pourquoi ça ne t'intéresse pas. Je veux que tu rentres dans les détails. Okay. Mini-entrepôt. Je connaissais pas du tout. On m'a pitché ça à un truc de la Meute Multilogement, donc un groupe incubateur de la MREX, où à la fin, moi, je fais partie des dragons, un peu comme Dragon's Den ou genre Shark Tank. Nice. Moi, je fais partie des investisseurs, puis les gens, ils présentent des projets. Okay? Puis justement, il y a quelqu'un qui présente un projet de mini-entrepôt, puis je fais comme c'est tellement payant. Puis tu sais, dans l'immobilier qu'on fait, nous, dans le centre-ville de Montréal, tu es riche dans le futur, tu n'es pas riche dans le présent. Là. C'est pas une business à cash flow du tout là, quand tu amortis sur 50 ans avec un RCD d'avoine. On va pas se mentir. Okay? Donc, moi, je trouvais ça extrêmement excitant, mais j'ai comme, en faisant le due diligence, vraiment en analysant toute le chose, je pense que ça prend une expertise. Puis je pense que c'est quelque chose qui avait une belle fenêtre d'opportunité il y a 4-5 ans. Puis là, commence à y avoir des gros joueurs qui rachètent un paquet de choses. Et du coup, vu que les gros joueurs rachètent, la rentabilité baisse. C'est comme dans le centre-ville de Montréal, tu as des compagnies d'assurance qui, eux, ils cherchent du 3% de rendement. Donc, c'est sûr que quand ils font une offre sur le même immeuble que moi, on n'a pas les mêmes ratios. Là. On n'offre pas le même prix. S'il y en a un qui se contente de 3%, puis moi, je veux du 22 ou 25, c'est sûr que... Quand tu parles des grosses compagnies de mini-entrepôts. Ouais, par exemple, U-Haul, qui achètent à Granby des superficies astronomiques, donc ils baissent le prix. Donc, mais il y a un besoin, je pense qu'il y a un besoin. Donc, je te dirais, c'est pas mon focus en ce moment. Puis, c'est pas la première chose. Moi, dans ma tête, tu réponds pas à un besoin primaire en faisant du mini-entrepôt. Puis, ce qui est nice, c'est que dans nos buildings, on peut créer ce genre de entreprise. Mais moi je le fais. Moi, j'ai toujours des lockers que louer au moins. Exact. Multilogement, et aussi, oui, combien de logements est minimum que tu aimes investir dessus? J'étais très pro multilogement, 15 à 20 logements et plus. Oui. OK. Mais maintenant, acheter du logement pour du logement, avec les règles de financement hypothécaire, c'est très compliqué là, parce que c'est pas le flavor of the day de la SCHL. Donc, au final, je suis plus dans de la conversion que d'acheter du logement. À moins que j'ai une très belle opportunité, que je peux refinancer en conventionnel, que du coup, mon plan A, c'est refinancer en conventionnel et pas SCHL. Là, je vais acheter du 15 logements et plus. Mais sinon, j'en achète moins en ce moment. Mais en fait, tu achètes n'importe quoi, mais permet de la conversion. Ouais, en logement. Tu n'as pas de limite de logement. Là, tu me dis 15 logements entre 20, mais là, tu achètes... Non, 15 logements et plus. 15 logements et plus, mais maintenant, pour la conversion, tu achètes
Oui, ben c'est ça. Ben, il me faut au moins 20 à 30 000 pieds à convertir pour faire une quantité de logements. Je ne vais pas convertir pour ajouter 2 logements. Je vais faire convertir pour ajouter minimum 10 à 15 logements. Intéressant. Condo locatif. Non, c'est pas mon expertise. Industriel. Industriel, je pense qu'il y avait une très belle fenêtre d'opportunité, mais en ce moment, c'est plus le cas. Les prix ont augmenté de 50 à 250 $ du pied carré. Donc, quand tu as un boom, tu sais, est-ce que tu achètes quand tu es en haut du pic? Pour moi, je pense que... C'est ça. Je comprends. J'ai hâte de voir les gars de Rose Follow et tout ça. Non, mais eux, en fait, l'idée, c'est que ils étaient là avant. Donc, tu comprends, en gros, ce qui sont arrivés, c'est que, comme Ian Quinn, Groom Quinn, etc., c'est qu'ils ont acheté beaucoup d'industriels avant la pandémie. Donc, imaginons, je te dis, tu achètes pour 50 millions d'industriels, puis que le lendemain, ça vaut 250. Écoute, tu as un bassin, tu as un buffer, je dis n'importe quoi, tu as 200 millions dans le compte en banque, là, tu peux continuer à acheter de l'industriel, puis pas t'attendre d'avoir des rendements astronomiques, parce que tu as déjà fait une valeur astronomique, tu as fait déjà x5. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans l'industriel demain matin, si c'est ça tes questions, genre demain matin, je veux rentrer dans l'industriel puis acheter, si tu n'es pas propriétaire occupant, c'est un peu difficile. C'est normal. Terrain, et dans les terrains, la subdivision. Ben, en fait, je pense que le terrain, il y a vraiment... Il faut se rappeler que moi, je suis beaucoup plus à Montréal, donc c'est sûr qu'il y a moins de terrain. Je ne vais pas acheter un terrain pour un terrain. Par contre, ce que je vais faire tout le temps, c'est que justement, je vais subdiviser ou densifier. Donc, je vais acheter une bâtisse qui a un terrain à côté ou qui a un grand terrain à côté que je peux découper puis bâtir sur le terrain. Donc, je vais pas acheter un terrain pour un terrain, mais je vais acheter une bâtisse à un grand terrain pour subdiviser puis densifier sur le terrain. As-tu déjà étudié Luc Poirier? Ouais. Selon toi, pourquoi il a eu des home runs, lui dans il faut sa comprendre carrière? aussi que Luc Poirier, là, c'est très... toujours la même chose. C'est un profil Instagrammable. Tu entends toujours parler de ses bons coups, mais il est peut-être sur 50 terrains que ça fait genre 10 ans qu'il les a, là, à Bromont, à Saint-Bruno, etc. Puis toi, tu vois le Northvolt où il a fait, je sais pas combien, 200 millions en un an. Tu sais ce que je veux dire? C'est que tu vas avoir les succès rapides parce que c'est Instagrammable, mais il a un paquet de terrains que ça fait 5-10 ans qu'il est avec la ville puis qu'il attend. Tu comprends? Qui paie de l'intérêt puis que ça lui Exact, coûte, exact. Mais j'aime bien. Moi, je me suis beaucoup inspiré du modèle de Luc Poirier parce qu'il a eu beaucoup d'employés, puis là, il a downscalé pour au final faire vraiment juste les choses qu'il aime, puis avoir une structure très, très, très lean. Donc, j'aime bien son modèle d'affaires. Maintenant, je pense que l'image de marque fait que maintenant, il n'a plus besoin de faire beaucoup de prospection par lui-même. Il y a beaucoup de deals donc il a un deal qui vient dans ses mains. Qui est assez important. Et puis c'est peut-être aussi ce que... Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu dans un bureau avec plein d'employés. Il y a combien d'employés, tu penses? Je pense qu'il y en a 3. 3, mon Dieu. Parlant de 3 employés, as-tu quelqu'un qui fait juste des offres d'achat pour toi? Non. Non, c'est toi qui le fais? Ouais. Okay. Parce que je veux que les gens sachent qui c'est qui est derrière. Et la prospection, par exemple? Prospection, en fait, avant, je faisais beaucoup par moi-même, mais moi, mon but, c'était vraiment d'avoir un réseau, donc d'avoir 1 ou 2 bird dogs que je vais donner de l'argent quand ils me ramènent une opportunité, de créer des très bonnes relations avec des courtiers comme un closer, d'avoir des très bonnes relations avec des courtiers hypothécaires qui se retrouvent avec des propriétés de gens qui veulent vendre, etc. Donc, au début, je poussais beaucoup pour recevoir. Maintenant, j'ai essayé de créer un réseau que je me fais présenter 5 à 10 opportunités par jour, tout le temps. Donc, j'ai moins d'efforts à mettre pour aller chercher. Donc, entendu. Pas forcément besoin. Bah oui, à un moment donné, tu dois le faire. Si tu veux passer à une autre étape. Si c'est comme toi en tant que comptable hypothécaire. Au début, tu as démarché des clients, puis après, ça se référence à droite, à gauche, etc., qu'à la fin, ton outbound marketing va être moins important que ton inbound marketing. Absolument. Maison unifamiliale? Non, je sais. En fait, petite histoire courte, là. Le premier immeuble que j'ai acheté quand j'ai eu ma résidence permanente, c'était un triplex. OK. Puis je vis encore dedans, dans un truc. Puis ma femme, ça a mis 5 ans avant qu'elle me convainc d'acheter un chalet à Bromont, l'équivalent d'une maison unifamiliale. Okay? C'était très, très long parce que moi, père riche, père pauvre, moi, je voyais ça comme un liability, comme une dépense et pas comme un investissement. Une dette et pas un investissement. Mais dans chaque chose, il y a toujours un projet. Donc, j'ai acheté un chalet qui a un terrain double.
dans lequel je peux construire quelque chose. Ouais, plus tard. Elle veut pas parce qu'elle veut pas de voisin, mais possibilité plus tard. Possibilité plus tard, c'est super, c'est ça. Dernièrement, optimisation, juste optimisation ou la construction nouvelle. Je pense que tu as... Puis ça, dernière Golden Nugget, à Montréal, là, tu peux acheter justement en optimisation à 150 000 le logement, mettre 50 000 de rénovation ou 60 000 de rénovation, puis avoir un très, très beau logement pour 210 000. Construction neuve, tu vas commencer à 300, 350. Donc, tu sais, à Montréal, tu as encore une très, très belle fenêtre d'opportunité sur l'optimisation versus la construction neuve. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je fais aussi de la construction neuve parce que le terrain, je ne le paye pas. Tu comprends? J'achète souvent des immeubles avec des terrains doubles. Donc, le terrain, je ne le paye pas. Donc, du coup, la construction me coûte beaucoup moins cher. Mais, je te dirais, acheter un terrain pour construire, je ne le fais pas trop. Je suis plus optimisation. Wow! Moi, je dois réécouter ce podcast parce que c'est très motivant. Il y a beaucoup de trucs, même en tant que courtier hypothécaire qui se spécialise dans ce type de financement. On apprend tous les jours. Puis c'est ça que j'aime des podcasts, c'est que tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes, puis des experts comme toi qui vont au-delà pour donner. Donc, merci beaucoup, Denis. Merci pour l'invitation. Puis un truc que je rajoute toujours qui est super important parce que de la même façon que je close 95% des promesses d'achat, si vous avez écouté ce podcast-là, là, mettez une... Il y en a eu 2000, OK? Mais mettez une Golden Nugget dans les commentaires, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, ou partagez une chose que vous avez appris. Parce que si vous n'avez rien appris ou si vous ne prenez pas le temps d'appliquer quelque chose et de le partager, on a perdu notre temps et vous avez perdu votre temps. Donc, pour ne pas faire perdre de temps à personne, applique au moins une Golden Nugget. Tu en as peut-être 50 parce qu'il y en a, c'est des pros de la formation. Là. Ils écoutent tous les podcasts, ils font toutes les formations, etc., mais ils appliquent rien. Okay? Donc là, tu as eu 2000 Golden Nuggets, tu en partages une dans les commentaires, puis il y en a une que tu appliques dès lundi matin. Super. Dernière chose, j'ai complètement oublié. Puis c'est vrai, tu as raison. Puis guys, faites-le. On veut vous voir vos commentaires dans la page YouTube ou Instagram, peu importe. Dernière chose, un livre à nous recommander. Ouais. As-tu un livre à nous recommander? J'aime ça, j'apprends beaucoup ça dépend de la structure, ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ta croissance. Il y a des livres de performances psychologiques, etc., que tu as envie de lire, qui sont vraiment intéressants. Toi, je t'en ai recommandé un parce que tu es en partie. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de croître une business, je dirais de 20 employés à plus, le livre Traction, c'est vraiment un bon livre qui te donne, c'est la Bible de genre tous les processus que tu dois mettre en place pour grossir ta société de 20 à 100, 150, 200, 500 employés. Puis merci. Et pour l'immobilier? Pour l'immobilier, je te dirais, le truc qui est difficile en immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus à jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que comment l'immobilier a été fait il y a 20 ans, ben, ça s'applique moins et je comprends les trucs de base. Donc, je te dirais que pour l'immobilier, j'irais plus sur un livre de mindset qui t'apprend à comment être pour surperformer plutôt que de c'est quoi les techniques. Sinon, ben, dans les techniques, tu as un paquet de livres de Jacques Lépine qui sont vraiment intéressants que tu peux lire pour avoir une base de technique. Mais tu sais, de mindset, j'irais plus dans le mindset. Quand est-ce qu'il a écrit les livres, Jacques Je pense qu'il les a écrits en 2015-2016. Okay. Il y a d'autres livres qui sont sortis. On a besoin de mise à jour, hein? Denis, qu'est-ce que tu penses pour écrire un livre? Oui, mais c'est ça aussi, peut-être le fait de continuer à se former régulièrement, c'est parce que ça bouge tellement rapidement que même si j'écrivais un livre aujourd'hui, des fois, je donne des conseils en 2023. Et on réfère encore à Jacques Lépine. 2024, puis... J'adore Jacques Lépine, j'ai lu beaucoup de ses livres, mais on se réfère encore à Jacques Lépine pour comme livre à recommander. En 2024, on a besoin de mise à jour. Oui, mais tu sais, ça peut être des posts, ça peut être... Et puis, il y a beaucoup de personnes qui... J'essaie de pousser Denis, là, écoutez, non, mais c'est vrai, tu sais, la consommation, oui, les livres, c'est important, mais comme vous voulez vous garder à jour, puis avec des golden nuggets, là, comme écoutez des podcasts, écoutez des livres audio, écouter un paquet d'affaires. Ça, c'est comme vraiment des interviews. Ça dure 1 heure. C'est pas 9 heures de livre audio. Là. C'est 1 heure de podcast où tu vas avoir plus de action items. C'est très concis. C'est très concis. T'as que du jus là-dedans. Là. Donc, c'est peut-être la prochaine consommation de contenu que, au lieu de se faire pitcher du contenu puis juste comme scroller, écoute vraiment une interview. Écoute peut-être 2-3 fois. Applique 5 choses là-dedans. Là, puis tu en auras comme pour 1000 fois plus que
30 heures que tu as passé à lire un Les gens, ils écoutent d'un podcast à l'autre, d'un podcast à l'autre, mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un podcast avec plein d'informations, réécouter 2-3 fois comme un livre, des fois, ça fait toute une différence. Et comme la conférence de Bette David que tu disais, que 3 ans après, ben, finalement, boum, ça a déclenché, puis tu étais comme ah! Ouais. Et puis ça coûte énormément cher, donc Ouais. c'est une formation coûteuse et il faut aller plusieurs fois pour pouvoir aller chercher exactement ce que tu cherches. Et dernière, ok, je t'arrête de mentir, dernière chose. Ça, c'est un nouveau jeu également. Vas-y. Je ne sais pas si je peux appeler ça un jeu, mais j'aimerais ça que tu poses une question au prochain invité que je vais avoir. Et on ne sait pas c'est qui l'invité. On ne sait pas c'est qui. Mais ça va être dans l'immobilier. Ça va être quelqu'un, un expert comme toi. OK. Alors, je ne sais pas encore c'est qui, mais j'aimerais ça que tu poses une question, puis cette personne-là va pouvoir répondre et poser une autre question à l'autre. Alors, t'aimes le concept? Parce que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel truc, ce que j'aime bien poser comme question, c'est de tout ce que tu as vu, d'après ton expérience personnelle, puis de tout ce que tu as vu autour de toi, c'est quoi une caractéristique ou un critère ou une façon d'être qui te fait différencier les pros des amateurs? Qui va faire la différence entre les gens qui vont réussir et les gens qui ne vont pas réussir? C'est-tu comme la résilience, le grind? C'est-tu la gentillesse, la générosité? C'est comme un skill set que genre les gens ils se disent « Ah, OK, si j'ai ça dans ma boîte à outils, là, je maximise mes chances de succès. » Donc, ça peut être... Je sais pas, ça peut être un professionnel. J'ai hâte de poser un skill set. Genre pas 50, là, qui ne te sortent pas genre, ouais, ça prend ça. Non. Si tu devais choisir une. J'essaie de voir c'est qui la personne. Attends, là, je sais même pas c'est qui. Attends, je vais pas te le dire, mais je veux savoir si ça va être une bonne réponse. Ah ouais, eux, ils sont forts. Ah ouais? Ils sont forts. OK, c'est 2 frères d'ailleurs. Frères d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup de portes. Ils ont de l'expérience, puis ils ont monté rapidement, donc j'ai très hâte de poser les questions. Une chose, hein, pas 50. Hein, une chose. Merci beaucoup, Merci Denis. beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment apprécié, puis appliquez quelque chose tout de suite. Let's go!